Eh ben, merci à tous d'être venus voir ce talk qui va parler d'Angular. Pour la petite rime, je me suis dit ça va être marrant de présenter ça comme ça, mais en gros le sujet, c'est vraiment ça. On va se poser la question de est-ce que Angular est toujours ringard? Alors attention, petite alerte, c'est un avis personnel, alors partagé par plusieurs personnes, mais quand même c'est un avis très personnel, le fait qu'il soit ringard. Et je vais mettre un peu de contexte perso quand même autour de ça. Déjà, il faut savoir que j'ai jamais fait de projet Angular. Alors là, vous pouvez avoir peur, vous pouvez vous dire au secours, il faut que je sorte de la salle et je peux comprendre. Parce qu'en fait, ben oui, je vais parler d'Angular alors que j'en ai jamais fait. Mais vous pouvez rester là, vous allez apprendre deux, trois trucs, je pense. Aussi, j'ai une bien piètre opinion du framework. C'est-à-dire pour moi, Angular, l'image que j'y vois, c'est une boîte à papa, banque, assurance, où on vient en polo, on arrive le matin, on part le soir, il ne s'est pas passé grand-chose dans la journée, on n'a pas trop rigolé, voilà, pour moi, c'est lié à ce genre de projet, à ce genre d'ambiance d'entreprise. C'est pas forcément le cadre que je préfère, mais vraiment, j'ai associé ce framework à cette image d'entreprise. Donc, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire. Et aussi, j'en ai toujours pas besoin. Donc, je me suis pas renseigné autour d'Angular parce que j'avais un besoin spécifique. Non, non, c'est vraiment personnel. J'ai besoin d'en parler. Mais donc, la question, voilà, pourquoi parler d'Angular? Eh bien, en fait, il s'est passé quelque chose. Fin 2023, ils ont commencé à sortir des articles pour annoncer des nouvelles choses qui sont sorties. Donc là, on voit, c'est un article qu'ils ont sorti, Announcing Angular.dev. Ok, c'est sorti le 6 novembre 2023. Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Ils disent que bientôt, ils vont sortir la version 17. Alors, autant vous dire que ça me fait une belle jambe parce que les 16 versions d'avant, je m'en fichais complètement, mais ils sortent la version 17. Mais à la fin, ils parlent d'Angular Renaissance. C'est parti, on sort les grands mots Renaissance. Voilà, c'est quand même pas n'importe quoi d'annoncer ça. Voilà, parce que Renaissance, c'est le phénix, quoi, qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'il était sûrement mort et qu'ils veulent le faire renaître, Renaissance. Mais alors pourquoi Renaissance? Eh bien, Angular, si on regarde le sondage qui a été fait en 2023, donc pour 2022, sur le State of JS 2022, on va voir un peu les chiffres donc sur l'intérêt porté sur Angular. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2018, ça évolue pas trop. Ce qu'on voit dans les tendances rouges, c'est quelque chose de négatif, donc c'est on ne veut pas l'utiliser ou on n'est pas intéressé. Et ce qui est vert bleu, c'est le positif. Eh bien, on tourne aux alentours de 70% d'évaluation négative sur Angular. Bon, je vous sors ça comme ça. Clairement, sur Internet, il peut y avoir des trolls. Donc, le plus intéressant, c'est surtout de comparer. Et donc, si on compare ici, qu'est-ce qu'on a? On a React, on a Svelte, on a Vue.js, parmi les plus importants. Et si on regarde la frange positive qui est à droite et la frange négative qui est à gauche en rouge, clairement, Angular, tout en bas, voilà, il se bat pas trop dans la même cour que les autres. Donc, clairement, il y avait un désamour autour d'Angular. Donc, je ne suis pas tout seul à penser que Angular, bah, c'est pas le top. Mais là, récemment, quand on regarde les vidéos d'Angular, là, ils viennent de sortir là, tout récemment, je crois que c'est même la semaine dernière, Angular version 18. Et qu'est-ce qu'ils annoncent dans une des slides? On investit pour les 10 prochaines années d'Angular, pour les applications Angular. 10 ans. 10 ans dans le web, c'est une ère entière. C'est vraiment hyper long. Donc clairement, leur but, c'est pas de mourir et de dépérir. Eux, leur framework, ils veulent résister encore au moins 10 ans. Donc c'est pas rien. Donc vraiment, la renaissance, ok. Mais la question qu'on peut se poser, et c'est l'objet de ce talk, c'est qu'est-ce qui était si ringard pour moi, hein, pour moi. Déjà, pour moi, Angular, c'était une image de marque extrêmement dépassée. Donc, quand on pense à Angular, pour les gens qui ne savent pas, il y avait avant Angular, il y avait AngularJS. Et AngularJS, pour les gens, à quoi ça ressemblait à peu près la courbe d'apprentissage de AngularJS? Ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que c'est what the fuck au début, c'est what the fuck à la fin. Pour en avoir fait un peu, clairement, alors certes, c'était il y a une dizaine d'années, mais AngularJS, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a aimé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que derrière, ils ont fait Angular, pas JS, parce qu'ils avaient besoin de faire un Angular 2. Clairement, déjà, c'était une autre renaissance. Mais donc, il y a forcément ce poids du passé. Possiblement, les gens qui avaient fait de l'Angular JS à l'époque, ils se sont dit plus jamais je retouche à ça. Et mine de rien, vu qu'ils ont gardé le nom Angular, eh bien, ils portent le poids de ce passé qui n'était pas vraiment top. Et donc, comment annuler ce poids du passé? Il y a déjà une première étape qui peut être faite, c'est de changer de logo, changer de direction artistique. Ça, c'est pas rien du tout de changer donc l'image de marque via la direction artistique, parce que le logo qu'il y avait jusqu'à présent, c'est celui de gauche, il était rouge, il ressemble au logo HTML, CSS, JS tel qu'on les connaît.
Et on voit qu'il y a eu plusieurs évolutions. Il y avait celui d'AngularJS, by Google, là, on le voit. Et ils avaient fait une petite évolution pour enlever le JS, mais sensiblement le logo c'était le même, donc le poids ils le portaient encore. Et aujourd'hui, clairement, ils ont décidé de faire une fracture graphique et d'avoir quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup moins anguleux. On voit dans la police qui est beaucoup plus ronde. Clairement, ils ont voulu marquer une rupture et un semblant de modernité qu'on peut voir aussi par le dégradé de couleur. C'est pas anodin de changer de logo comme ça. Et d'ailleurs, ils l'annoncent. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est que changer de logo, c'est pour représenter le futur du framework. Donc, ils mettent le mot futur. Et c'est designé pour mettre en évidence l'évolution du framework dans sa version moderne. Et là, ils sortent le mot moderne. Donc, on voit directement qu'il y a quand même des sujets sous-jacents quant à ce changement de logo. Et si on regarde un peu les articles qui existent sur les sites un peu de marketing, pourquoi retravailler une identité visuelle? Il peut y avoir plusieurs raisons. Mieux atteindre ses cibles, clairement. Si on veut que les gens nous reconnaissent, c'est quand même très important. Et surtout, les cibles d'Angular, c'est qui? C'est les développeurs. Donc, potentiellement, quand on change de DA, on va être beaucoup plus visible sur Internet parce que les gens vont capter qu'il y a un petit changement qui a été opéré. Et donc, rien qu'un changement de DA peut réussir à cibler les développeurs qui n'étaient pas la cible d'Angular avant. Aussi, quand on voit créer un sentiment d'appartenance pour les collaborateurs, ça c'est pour les gens qui aiment déjà Angular. Le but c'est qu'ils soient fiers de la marque. Un peu comme on peut être fier de la marque Nike ou Puma, on a envie de la porter, et bien la marque Angular, si elle est plus jolie, si elle est plus belle, si elle est changée, on va la mettre en évidence et on va la défendre. Et quand on retravaille une identité visuelle, et c'est ça aussi qui va nous intéresser, là on voit lorsque l'entreprise évolue. Alors Angular, c'est pas vraiment une entreprise, c'est Google qui est derrière, mais là c'est lorsque le framework évolue. Donc ils veulent marquer vraiment cette évidence-là. Et aussi on voit donc, lorsque le logo était démodé, clairement il avait plus d'une dizaine d'années, il était temps de se mettre à la page. Et un but aussi qu'on peut voir qui n'est pas énoncé ici, c'est créer de la hype. Et ça, la hype dans le développement, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de hype-driven development, mais c'est quelque chose dont on parle de temps en temps. Pour résumer, en 3 points, c'est du développement qu'on va voir, enfin, des frameworks, des librairies dont on va entendre parler partout sur Reddit, Twitter, enfin X, Hacker News, ce genre de choses, Stack Overflow aussi. Développement aussi dirigé par les conférences, mine de rien, c'est pas anodin. Si moi j'ai eu envie de faire un talk sur Angular, c'est qu'ils ont créé, en tout cas pour moi, une mini-hype et une décision dirigée par les mecs le plus forts dans les équipes. Oui, généralement, c'est quand même eux qui décident. Mais mine de rien, créer la hype autour d'un framework, autour d'une librairie, va sûrement pousser des gens à l'utiliser. Et c'est normal. Et cette hype, clairement, c'était quand même difficile à l'avoir avec un site comme ça. Il était fonctionnel, l'ancien site, donc c'était Angular.io, mais on voyait le vieux logo, le site il est efficace, il fait site à papa, voilà, boîte à papa, framework à papa, site à papa, voilà, il est fonctionnel, sans plus, c'est pas avec ce genre de site qu'on va créer la hype. D'ailleurs, aujourd'hui, ce site, si vous essayez d'y aller, Angular.io, il est mort, enterré, il n'est plus disponible, et il redirige vers quoi? Il redirige vers ce nouveau site, angular.dev. Donc là, clairement, quand on scrolle, on voit il y a ces animations, des effets de transition. Clairement, là, on est sur quelque chose de vachement plus impactant où on peut avoir un effet waouh. Très important d'avoir un effet waouh pour générer de la hype aussi. Donc un site bien plus ergonomique où, si on veut se balader dans la documentation, on peut le faire avec des petits raccourcis, un peu comme le Spotlight sur Mac, où on fait POMK, tac, on peut chercher directement ce qu'on veut. On tombe sur une documentation très épurée, très sobre, où on laisse de l'espace, on laisse respirer, donc très agréable à naviguer. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Des tutoriels interactifs. Et les tutoriels interactifs, moi, c'est quelque chose que j'adore depuis que j'ai découvert Svelte. C'est pour moi, ils font partie des premiers en tout cas sur lesquels j'ai pu voir ça. Ou, par exemple, quand j'ai envie d'apprendre un framework, j'ai pas forcément envie de lire toute la documentation avant de l'utiliser et de l'installer en local. Là, je veux juste savoir comment fonctionnent les formulaires sur Angular. Et ben, je vais sur le tutoriel interactif des formulaires. Il me propose en différentes étapes. La première, ça va être créer un input field. Et à droite, je vais pouvoir coder directement et voir la preview aussi une fois que ça a été fait. Pas besoin d'installer quoi que ce soit en local, je peux tester le framework directement. Et ça, mine de rien, quand on a ça à disposition, on a plus envie de rentrer directement dans le framework et de tester ce à quoi ça ressemble. Donc ça, pour moi, c'est un super ajout. Et si on fait un lien avec tout ça, c'est dans un tweet que j'ai vu passer, il y a une petite partie d'une conférence qui a été faite de, je ne sais pas si vous reconnaissez celui-là, il s'appelle Richard Harris, ben, c'est le créateur de Svelte justement, et il a dit cette phrase, Svelte is optimized for vibes. Svelte est optimisé pour la vibe, je ne sais pas trop comment traduire en français. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que, il l'a expliqué aussi dans un petit article qui est présent sur GitHub, qu'on a envie de s'aligner sur les sensibilités des développeurs, sur ce qu'ils aiment, et non pas sur juste de la performance, devenir le plus rapide, tout ça. Il s'est rendu compte que ce qui était important pour un développeur, c'était
son expérience lorsqu'il était en train de coder. Et donc là, on va parler de quelque chose. Qu'est-ce qui était ringard aussi dans Angular? La développeur expérience. Pour moi, c'était l'image que j'avais, c'était Angular, c'est compliqué, et surtout, il fallait savoir coder en Angular et pas en JS. Sauf que moi, je suis développeur JS, et qu'est-ce que j'aime dans le développement JS? Ben, le JS, en fait. Et donc, pour faire de l'Ember aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il faut apprendre leur opinion. Donc, c'est beaucoup trop opiniâtre pour moi. Il faut savoir faire de l'Angular, alors que moi, j'ai juste envie de faire du JS, en fait. Et si on prend un exemple, ça, c'est les vieux composants tels qu'on les faisait avant. Donc là, à gauche, un premier fichier, à droite, un premier fichier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si j'ai pas lu la documentation d'Angular, je comprends rien. Je vois un fichier avec des ng modules où il y a des imports, des déclarations, des exports. Déjà, enfin, c'est compliqué. Déjà, on voit que c'est des classes. Bon, ben, ça, c'est un choix qu'ils ont fait à la limite. Mais bon, pour moi, les classes en JS, déjà, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, un fichier avec des ng modules où, à la limite, on peut importer des services. Ok, mais déclaration. Déjà, je sais pas ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on déclare un seul composant dans un tableau? Déjà, ça m'énerve. Et puis on va exporter aussi ce composant. Donc on le déclare, on l'exporte. Ok, je comprends rien. À droite, donc on voit le composant avec le template rempli de balises que je connais pas en HTML, la ng container, ng template. Déjà, qu'est-ce que c'est que la différence entre un container et un template? Aucune idée. Et ce qu'on peut voir aussi, là, quand on déclare le state, on voit donc un state qui est évalué, ok, donc avec un dollar à la fin. Je sais pas pourquoi un dollar en JS, ça veut rien dire. Et new behavior subject, je ne sais pas d'où ça sort parce que c'est importé nulle part. Behavior subject, je comprends rien. Si on regarde en dessous, alors si on lit le nom de la variable myDoubleValues, je comprends que c'est une valeur calculée, mais si on lit à quoi ça ressemble, il y a un pipe avec un map à l'intérieur, mais je viens mapper une seule valeur, donc c'est même pas un tableau. Je viens mapper et faire un x2. Franchement, c'est illisible, c'est incompréhensible un map dans un pipe comme ça. Et pareil, si on regarde le arrobas input, bon ok, je comprends que c'est sûrement une propriété qui vient du parent. Mais il y a un set myValue. Ok, je comprends. Set myValue, ok. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vois? Un myValues.next. Donc le dollar a disparu et je fais un point next. Enfin, illisible. Et à la limite, le output, ça je comprends. On voit que c'est un event emitter. Ça me fait penser à du Vue.js. Ça me choque pas à la limite. Mais tout le reste, clairement, illisible. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire Angular pour améliorer tout ça? Amélioration numéro 1, ils ont ajouté des standalone components. Qu'est-ce que c'est qu'un standalone component? C'est juste, là, on se retrouve déjà avec un seul fichier. Le fichier qui avait à gauche tout à l'heure, la ng module, a disparu. Et on vient juste rentrer une propriété dans le décorateur component qui s'appelle standalone à true. Ok, pas de souci. Et on vient, les imports qu'il y avait tout à l'heure, qu'on peut rentrer des modules, des services, on vient l'ajouter aussi ici, mais plus besoin de fichiers ng module un peu complexes, on ne savait pas trop à quoi ça servait. Là, on se retrouve avec un single file component. Ok, première amélioration, single file component, ça me parle. C'est un truc que j'aime bien en React, c'est un truc que j'aime bien en Vue, c'est pas mal du tout. Amélioration numéro 2, ils ont ajouté les signaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, tout à l'heure, je vous ai dit, là, le behavior subject et puis le pipe là, avec le map, là, ça c'est affreux. Ben, ils se sont dit, je pense que c'est affreux pour pas mal de gens, donc et si on changeait ça? Et ils ont rajouté quelque chose qui s'appelle les signaux. Donc là, on voit, la value, ça devient un signal. Là aussi, moi, j'ai déjà fait du React, j'ai déjà fait du Vue, ça me fait penser au ref en Vue. Ok, donc là, je comprends que j'initialise un state. Là, c'est un signal. Un signal, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail après, mais je comprends que ça va être une valeur qui va évoluer dans le temps. Pour moi, c'est beaucoup plus clair à voir. Et surtout, ben, la valeur calculée, ils l'ont appelée computed, exactement comme en Vue. Et là, computed, ok, je sais que c'est une valeur calculée. Et il n'y a plus de map, il n'y a plus de pipe. Directement, je passe la valeur qui était au-dessus et je la multiplie par 2. Franchement, c'est hyper clair. Et en dessous, un peu pareil, tout à l'heure où il y avait un point next, aujourd'hui on va faire un point set. Ok, je viens setter une nouvelle valeur. Moi, ça ne me choque pas. Je trouve ça plutôt, enfin, beaucoup plus clair que ce qu'il y avait avant. Et qu'est-ce que c'est qu'en fait les signaux, donc en Angular, pour entrer un peu plus dans le détail. Donc un signal, c'est bien une valeur qui va être mise à jour dans le temps. Donc ok, c'est un state. Il va y aussi avoir donc la primitive computed. Donc ok, pour faire les valeurs calculées, pas de souci, c'est que read only, c'est très bien. Et il va y avoir aussi une notion d'effet. Donc ça pareil, pour ceux qui ont fait du React, UseEffect, ça vous parle sûrement. Ok, bah ça ressemble à ce qu'on connaît dans les autres librairies. Top, il s'en rapproche. Et le but des signaux aussi, il explique assez simplement, ils disent que le but c'est de rendre des choses plus simples. Ok, pas de problème. De ne pas avoir des rendus inutiles, c'était un souci qu'il y avait en Angular d'après ce que j'ai lu. Et surtout d'éviter que quand je modifie un check, je modifie aussi tous les composants parents ou tous les composants reliés. Ça, c'était aussi un problème de performance qu'ils avaient. Et soi-disant, grâce aux signaux, ils n'ont plus ce problème-là. Donc tant mieux. Ok, le but,
simplifier et d'optimiser. Très bien. Et d'ailleurs, Angular, là où tout à l'heure je disais on apprend à faire de l'Angular et on n'apprend pas à faire du JS, et bien là ils sont en train même de faire carrément le schéma inverse, c'est qu'ils ont rajouté les signaux et ils se sont même dit tiens, si on proposait à l'organisme qui est en charge de faire évoluer le langage JavaScript, de rendre ça natif. Donc là ils ont fait une proposition au TC39, donc vous pourrez voir c'est un organisme international qui permet de faire évoluer JavaScript. Ils ont fait la proposition de rendre les signaux natifs en JavaScript. Donc clairement, on pourra savoir faire du JavaScript tout en faisant de l'Angular, et ça c'est top. Aujourd'hui, ils en sont à l'étape numéro 1, donc stage 1, ça veut dire que ça a été pris en considération, et que c'est pris en considération. Avant, c'était stage 0, c'est uniquement une nouvelle proposition, et là, ils sont passés à l'étape du dessus, donc potentiellement, un jour, les signaux seront natifs en JavaScript. Donc, bel effort de leur part. Et pour la suite, donc ça, c'est la partie output. Donc ça, c'est la partie output telle qu'on avait tout à l'heure. Ce que je disais, moi, je trouve ça un peu délicat à lire. Normalement, le JavaScript, c'est un peu plus fonctionnel. Et là, il y avait des décorateurs un peu spécifiques pour générer des inputs et des outputs. Eh bien, ils se sont dit, on va simplifier ça aussi. On va en faire des fonctions. Input, au lieu que ce soit un décorateur, aujourd'hui, c'est juste une fonction qui vient initialiser, là, on voit myValue. Donc ça initialise mon signal. Et l'output, pareil, c'est une simple fonction, j'ai plus besoin de déclarer quelque chose de bien spécifique comme on avait avant. Donc le but, clairement, d'Angular, c'est de simplifier le langage. Donc on voit au fur et à mesure, on simplifie, et il y a une partie surtout qui était aussi assez horrible à lire, c'était celle-ci. Donc la partie template, avant, elle ressemblait à quoi? Là, on voit, donc c'était les ng containers, où on voit qu'il y a des ngIf dessus. Donc déjà, il y a un ngIf dans un ngIf, donc on va dire il n'y a pas de else, donc c'est des if dans des if. Là, on voit si la valeur doublée vaut 10, else not magic. Donc ok, not magic, ça réfère à un ng template avec un jazz not magic. Ok, bon, je comprends à peu près ce que c'était, mais clairement, c'est pas simple à comprendre. Il faut vraiment se concentrer pour réussir à comprendre ce qu'on voit. C'est pas inné chez un développeur JavaScript de comprendre tout ça. Mais ils se sont dit quoi? On va simplifier. On va simplifier en rajoutant cette syntaxe-là. Donc cette syntaxe qui est clairement, on va prendre notre signal et on va l'évaluer dans un if ou dans un else if et ensuite dans un else. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je lis ça, c'est bien plus simple. Le signal, là, s'il vaut 10, je retourne ce DOM. Si il est supérieur à 10, je retourne too high. Et si non, je retourne too low. Ok, extrêmement simple à lire. Merci Angular de vous être penché là-dessus. Et d'ailleurs, ils se sont dit, on va même améliorer aussi d'autres choses. Ils ont rajouté une écriture pour la boucle for et une écriture pour les switches aussi. Donc clairement, aujourd'hui, dans les templates, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut de façon assez ludique et simple. Amélioration numéro 4. Ils se sont dit, bon, généralement, dans les applications Angular, qu'est-ce qu'on fait? C'est rare qu'on fasse du statique. Normalement, c'est quand même fait pour gérer des changements d'état et surtout des changements d'état qui peuvent se passer du côté de l'API. Donc gérer de l'asynchrone. Comment on peut le rendre simple? Eh bien, ils ont rajouté une définition pour gérer les cas donc, qui arrivent plus tard. Donc là, si on lit là, ce qu'on voit ici, on voit qu'on a un at differ où à l'intérieur on a onViewPort. Donc là, même sans avoir fait d'Angular, même sans avoir lu la doc, ce que je peux comprendre, c'est dès que ça arrive dans le viewport, je vais afficher ça. Donc c'est déclenché lorsqu'on va scroller par exemple et que ça arrive dans l'écran utilisateur. Sinon, le placeholder, qu'est-ce que ça veut dire en HTML? Le placeholder, c'est ce qui est affiché par défaut. Généralement, là, dans les inputs ici, ils sont resservis du nom placeholder pour dire voilà ce que c'était par défaut avant qu'on charge le reste. Et on voit d'ailleurs, dès que je déclenche un loading aussi, je peux venir afficher quelque chose spécifique au loading. Donc ça, ils l'ont prévu de base. Pas besoin de coder des états de notre côté. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir là, ce qu'on a entre parenthèses ici, le onViewPort. Ils ne sont pas arrêtés à ça, ils en ont fait plein, des triggers. Ils ont appelé ça des triggers d'ailleurs, donc apparition au viewport, ou quand on passe la souris au hover, ou si je déclenche un timer, voilà. Ils ont prévu plein de triggers déjà spécifiques pour déclencher l'apparition d'éléments sur la page. Et ils sont même encore une fois pas arrêtés là, ils se sont dit, mais en fait, il pourrait y avoir un état personnalisé aussi donc géré par l'utilisateur et on peut créer des triggers personnalisés. Donc là, ils ont fait un petit exemple. Si je clique sur un bouton, je passe load à true. Eh bien, si load est à true, ok, je viens afficher mon petit composant. Donc voilà, c'est pour gérer les affichages dans le temps. Et ça marche très bien et surtout, c'est cumulable avec des triggers qu'ils avaient déjà avant. Donc ici, le onViewPort avec notre trigger personnalisé. Donc ok, Angular continue à nous rajouter des petits ajouts. Et pour faire une petite parenthèse, parce que donc leur but, c'est d'être le plus performant possible,
Mais pour être plus performant possible, ils n'ont pas juste changé leur framework à eux. Ils sont en train de faire quelque chose en ce moment, de se merger avec cet autre framework qu'on voit ici qui s'appelle Wiz, qui est un framework interne à Google qui n'a jamais été open sourcé, qui existe depuis des années et qui leur sert pour des applications bien spécifiques telles que par exemple la calculatrice qu'on a sur Google. Il faut qu'elle soit la plus performante possible, il faut qu'elle s'affiche et qu'elle soit la plus utilisable possible dès le rendu de la page. Donc il faut qu'elle soit extrêmement rapide, on n'a pas envie de voir de barre de chargement. Et donc ils avaient créé ce petit framework Wiz pour gérer ces cas-là, ces cas extrêmement sensibles. Il y a aussi des cas sur YouTube, voilà, ou sur les Google Photos. C'est vraiment pour les cas d'utilisation très applicative, rapide. Et ils se sont dit, mais en fait, si on veut gérer de la rapidité sur Angular, ou si on veut gérer aussi des petits KSM sur Angular, pourquoi pas se merger à ce qu'on avait avant, ça fonctionnait très bien. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et via ça arrive l'hydratation de la page partielle. Donc hydratation de la page partielle, qu'est-ce qu'on entend par ça? Ben, c'est s'il y a un changement d'état quelque part, j'ai envie de venir changer que quelques éléments de la page. Là où avant, on pouvait venir recharger l'intégralité de la page, peut-être. Là, le but, c'est que le tout soit le plus réactif possible. Et d'ailleurs, en ce sens, ils ont rajouté, même dans les DevTools, un petit bouton qui permet d'afficher les éléments maintenant qui sont mis à jour dans la page directement si je viens changer un état. Et ça va ressembler à ça. Là, en rouge, c'est ce qui n'est pas impacté par un changement de state. Et en bleu, c'est ce qui va être hydraté. Donc, en gros, changer s'il y a un changement de state. Donc ça, je trouve ça hyper cool qu'ils aient pensé aux développeurs pour ajouter ces informations-là. Fin de la parenthèse. Amélioration numéro 4. Enfin, pour moi, ce qu'ils avaient besoin de changer aussi, et qu'est-ce qui était ringard chez Angular, c'est le tooling. Le tooling, clairement, il était un peu daté, dont le premier point, c'était encore sous Webpack. Et Webpack, je ne connais pas beaucoup de développeurs qui aiment ça, c'est lourd à utiliser, c'est lourd à maintenir, c'est lourd pour tout. Aujourd'hui est arrivé vite, et vite est partout, hein, vite est en React, vite est en Vue, vite est partout. Et donc ça y est, maintenant c'est officiellement supporté, enfin c'est même officiellement de base dans Angular. Donc on passe sur du vite et ça c'est top. On peut aussi de base initialiser un projet en server-side rendering avec de la static site generation. Donc pareil, vous pouvez lancer un projet en faisant ng-new, le nom de mon application, --ssr, et c'est bon, vous avez un projet en SSR. Ils ont aussi pensé à ça. Ça, c'est une question qui forcément peut arriver, c'est ok, ils ont rajouté tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour passer à cette nouvelle version? Eh bien, sur leur documentation, ils ont rajouté un update guide hyper bien fait, où on dit de quelle version je suis parti et à quelle version je veux arriver. Alors, dans l'idée, ils proposent que l'évolution d'une montée de version majeure à une montée de version majeure. C'est compliqué de passer de la 14 à la 17, mais le tuto, clairement, il dit de la 14 à la 15, étape par étape. Déjà, je définis si mon application elle est avancée ou de niveau médium ou basique. Je peux définir aussi des dépendances qui sont existantes sur mon application comme Angular Material, comme la plupart des applications Angular. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit à droite? Je vais pouvoir cocher les cases d'étape par étape de tout ce qu'il faut que je vérifie pour monter la version. Et ça, pour le coup, je connais peu de librairies et peu de frameworks qui ont fait cet effort-là de vraiment expliquer pas à pas tout ce dont je vais avoir besoin pour monter de version. Donc franchement, très bel effort de leur part. Enfin, on peut parler aussi de ça qui est sorti. Pour moi, c'est un point un peu secondaire, mais quand même. Donc en Vue, il y avait un MetaFramework. En React, il y avait un MetaFramework, donc Next. Et ils se sont dit, mais en Angular, il en faut un aussi. Parce que même si Angular, c'est un framework à la base, ils veulent quand même s'inspirer de ce qui existe à côté. Et est sortie la version 1.0 il y a très peu de temps, il y a un mois peut-être, Analog.js, donc premier méta-framework qui s'inspire de Next côté Angular. Donc la question qui était, est-ce que Angular est toujours ringard? Déjà, la première étape pour moi et la plus forte de leur côté, c'est qu'ils ont réussi à me rendre intéressé par le framework. Là où je disais que j'en fais pas, je comptais pas en faire, mais je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens commencent à en parler? Je voyais des vidéos YouTube qui en parlaient. Je voyais passer des trucs sur Twitter, sur Reddit. Et donc, en fait, déjà, ils ont réussi à me rendre curieux sur le framework. Donc, première étape, bravo, réussi. Et au plus je me suis penché sur le framework, au plus j'ai été intéressé par ce qu'ils ont fait, et surtout tous ces micro-détails, là, les DevTools qu'ils ont pu rajouter, la documentation, les tutoriels interactifs. Clairement, le but d'Angular, c'est de devenir le plus populaire possible. Et pour moi, ils sont bien partis pour le devenir de plus en plus, parce que, en tout cas, aujourd'hui, ça me fait moins peur de me dire que je vais faire un projet Angular qu'avant. Alors, un projet Angular 17 et plus, hein, on va pas se cacher que les autres versions m'intéressaient peu. Mais en tout cas, tous les micro-changements, tous les gros changements qu'ils ont fait, pour moi, ils ont réussi leur but. Aujourd'hui, Angular, ça peut être intéressant pour moi. Voilà, je vous remercie.
si vous avez des questions. C'est la non-dev qui va poser la première question. En tant que personne qui ne développe pas, j'ai beaucoup travaillé avec des développeurs qui utilisaient Angular par facilité. Quand je dis par facilité, c'est qu'ils utilisaient la bibliothèque en fait associée pour éviter de faire trop de design en disant bon, je vais utiliser les composants tels quels et puis je vais associer tout ça et puis ça va être génial. Évidemment, on connaît le résultat. Donc voilà pour mon expérience. Et du coup, c'est un sujet que tu n'abordes pas. Est-ce que c'est volontaire? En fait, je pense que là, tu parles plus d'Angular matériel que d'Angular même. Là, quand tu parles de bibliothèque, Ouais. ils ont importé pour utiliser les composants. Mais en fait, ça, c'est l'image aussi d'Angular. Généralement, quand on fait de l'Angular, on va faire de l'Angular matériel parce que c'est ce Oui. qui est disponible. Mais par contre, c'est possible que tu sois tombé sur des profils qui aient fait que de l'Angular parce qu'à l'école, généralement, s'ils ont appris le Java, Java Angular, c'est la paire qui fonctionne bien. Et quand tu dis par facilité, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre à côté. Ou alors qu'ils sont plus développeurs back. Parce que pareil, moi, c'est l'image que j'avais. C'est qu'Angular, c'est presque fait pour des développeurs back qui arrivent sur du front et qui veulent avoir un cadre bien fermé, bien sobre. Et oui, quand tu dis par facilité, mon avis là-dessus, en fait, c'est pas tant que j'en ai pas parlé, mais c'est clairement l'image que j'en ai. C'est que avant Angular, c'est pour des gens qui n'avaient pas trop d'avis sur le reste et surtout qui cherchent pas à en avoir. Ils veulent un cadre fermé et sobre qui leur convient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont utiliser Angular Material parce qu'ils ils s'en fichent du design. En fait, peut-être qu'ils s'en fichent même un peu des interactions côté front. Pour moi, ces gens-là, c'est peut-être pas les. Il n'y a pas de bons fronteux et de mauvais fronteux, mais en tout cas, c'est pas la meilleure image que j'en ai. Et c'était l'image des développeurs que j'avais avant Angular. Ok, merci. C'était cool. Toi, t'es hypé. Les gens qui aiment faire de l'Angular aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils sont hypés? Je ne vais pas parler à leur place, mais je pense que ceux qui sont vraiment intéressés au framework et aux autres frameworks, mais qui aiment quand même faire de l'Angular, ça existe. À Zinica, il y en a quelques-uns. Je pense que oui, parce que mine de rien, il y a des choses qui ne sont pas anodines. Là, les changements d'écriture de template, par exemple, et les signaux, c'est bien pour n'importe quel développeur. Mais mine de rien, ça me rappelle l'époque où React est passé des composants classes aux composants fonctions. Il y a des développeurs qui détestent faire des efforts et qui détestent changer de paradigme. C'est un truc qui les perturbe parce qu'ils ont la flemme en fait. Même si c'est mieux pour eux, ils vont avoir la flemme au début. Donc je pense que les gens qui aiment faire de l'Angular aujourd'hui, tel que c'était, ils vont être frustrés. Mais qu'une fois qu'ils s'y seront faits, ils diront ah oui, c'est quand même vachement mieux maintenant. C'est la vie que j'en ai. Ben, je pense qu'on est tout bon.